Elles sont jeunes, elles ont décidé d'investir un secteur, le numérique. Responsables commerciales, artistes ou encore créatrices des applications pratiques au quotidien. Qui sont ces femmes qui tous les jours œuvrent dans le digital? Le sujet du jour, elles révolutionnent le digital en prélude à la journée de la femme. Bienvenue sur Regard Extérieur, vous êtes sur Canal 2 International. Alors, je suis Salima Adour, je dirige Hopscotch Africa, qui est un hub dédié à la communication pour le continent africain, sur tout ce qui est communication d'influence, relations médias, relations publiques. Et lorsque le fondateur de Totem est venu effectivement nous présenter cette initiative des Adicom Days, nous avons dit tout de suite oui. Pour être embarqués dans cette aventure, pour une raison très simple, c'est que le digital aujourd'hui a changé également nos propres métiers de communicants et qu'aujourd'hui, faire de la communication d'influence sans être relié avec ces nouveaux acteurs que sont les influenceurs du web africain serait complètement absurde. Guylaine Assamoah, consultante en communication spécialisée dans le digital. Et je suis aussi blogueuse et donc je blogue sur l'activité culturelle en fait en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai une newsletter qui s'appelle la Jolie Newsletter, justement, qui fait des recommandations culturelles et des bons plans, qui parle de créativité, de talent, de toutes ces choses qui ont peu d'exposition mais qui représentent des vrais trésors culturels en fait. Bonjour, je suis Corinne Katché de myafroweek.com, je suis la cofondatrice. MyAfroweek, c'est quoi? C'est le site des bons plans culture afro à Paris, mais aussi à Abidjan et au Bénin. On a des correspondants là-bas. Aujourd'hui, donc je suis à Adicom Days, je ne pouvais pas rater ça. C'est clairement on est dans le vif du sujet chez myafroweek. L'Afrique se développe, on veut se développer avec elle, on veut l'accompagner. Le digital, pour moi, on y a tous accès déjà. À ce niveau-là, on est à un même niveau d'égalité. Et ensuite, pour la création même de manière professionnelle, lancer une application, quelque chose comme ça, c'est une chose personnellement pour laquelle moi je suis, j'ai une facilité d'accès à l'application. J'en crée une bientôt avec le magazine pour lequel je travaille qui s'appelle Afro Cooking, un magazine qui sort son application dans quelques jours. Voilà, donc pour vous dire que le digital aujourd'hui, pour moi c'est obligatoire, on ne peut pas faire sans. Alors je suis Paola Audrey, à la tête de l'agence Panel & Co. Ce qu'on fait, c'est de la communication dans le digital mais aussi offline. On travaille avec des influenceurs et on travaille aussi avec des artistes. On les accompagne sur leur communication, sur les relations de presse et les relations publiques. Et on crée du contenu aussi, notamment sur la toile. Retour sur ce plateau pour parler donc des femmes et du digital en prélude à la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain. Les premières invitées, Julienne Morisseau, je rappelle que vous êtes responsable commerciale pour un éditeur de logiciels et que vous travaillez sur la dématérialisation. Bienvenue. Bonjour Karine, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je reçois également Emma Camara, vous êtes consultante en communication, vous faites du community management. Bienvenue. Merci pour l'invitation également. Alors je vais commencer par vous Julienne, on va faire un état des lieux du digital. Comment est-ce que les femmes justement s'approprient ce secteur d'activité? Bon, déjà, force est de constater que sur ce marché, là, on a une sous-représentation de la gente féminine. Aujourd'hui, 28% des femmes sont dans ce secteur. Aujourd'hui, les femmes dans la technique représentent que 20% d'ingénieurs en France, ce qui est très 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 faible. Une sous-représentation qui a différentes origines, différents impacts. Et ce secteur est tout à fait ambivalent dans la mesure où c'est un secteur dynamique, donc, générateur, créateur d'emplois et de valeur. En même temps, avec cette faculté de pouvoir poser des barrières psychologiques aux femmes qui font que les femmes ne vont pas, au premier abord, s'orienter dans leur choix scolaire vers des métiers dans ce secteur qui est un petit peu poussiéreux au vu de l'imaginaire populaire collectif. D'accord. Mais, cela dit, c'est une opportunité
à saisir, de la mesure où les métiers de demain sont à créer aujourd'hui. Donc il faut juste, pour les femmes, se positionner en amont. Donc par l'effort de formation continue, la formation professionnelle, l'éducation qui permettra effectivement de pouvoir être actrice du changement en saisissant les opportunités, soit d'entrepreneuriat, soit saisir des opportunités de carrière en s'intégrant dans des start-up naissantes ou tout simplement chez les grands comptes pour pouvoir faire valoir nos compétences qui sont complémentaires celle des hommes. D'accord, très bien. Justement, le digital est souvent considéré comme un secteur plutôt avec une prédominance masculine. Emma, je rappelle que vous faites également du community management. Qu'est-ce qu'on entend par numérique, digital, community management? D'accord. Alors le digital, c'est un monde très vaste. Moi, je peux citer tout d'abord la gestion des réseaux sociaux, c'est ce qui est connu par tous. Il y a également la création de sites internet, de plateformes, de forums. Il y a des applications, voilà, il y a des newsletters, tout est numérique finalement aujourd'hui. Tous nos outils, en tout cas dans la communication, dans mon secteur d'activité, est très numérisé. Donc par rapport à cela... ça ouvre un champ de compétences. Exactement. Les femmes pourraient s'y intéresser de plus en plus. Et elles s'y intéressent déjà. On peut citer les blogueuses. Je pense que dans le digital, quand même, c'est ce qu'on peut retenir. C'est toutes ces femmes qui utilisent au quotidien, dans leur cœur de métier, les réseaux sociaux pour communiquer sur leurs activités. D'accord. Est-ce que vous diriez, mesdames, que le digital ou alors le numérique est un booster de carrière? Julienne. Oui, tout à fait. Alors, oui. En quel sens? Dans la mesure où, encore une fois, je reprends l'idée que j'ai citée précédemment concernant l'effort de formation. À partir du moment qu'on a les compétences égales à celles des hommes, et la femme est toujours amenée à travailler un peu plus pour pouvoir faire valoir son savoir-faire et son savoir, la femme peut saisir les opportunités qui se présentent à elle. Dans la mesure où les postes de demain ne sont pas encore créés, puisqu'il y a des nouveaux métiers, de nouveaux usages qui font qu'on est toujours en pleine mouvance, en pleine transformation. On peut être effectivement actrice de cette transformation, mais il faut juste pouvoir faire l'effort au préalable et puis surtout identifier son potentiel et se dire qu'on peut. J'y arriverai et que rien ne m'arrêtera. D'accord. On va faire juste un petit zoom sur vous, votre CV. Vous avez reçu un prix très récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots par votre entreprise, justement? Effectivement, l'année dernière, nous avions reçu dans quel espace Pierre Cardin un trophée qui était décerné à plusieurs entreprises, des grands comptes comme des startups. Donc nous, on est une PME franco-française, un éditeur de logiciels dans la dématérialisation, donc l'éditique, la production documentaire depuis plus de 20 ans. Et j'ai effectivement été récupérer ce prix pour mon entreprise qui couronnait 20 ans de travail, de collaboration active avec le pôle recherche et développement et qui justement mettait en valeur notre logiciel en tant qu'un outil de communication utilisé par les grands comptes comme français dans le secteur privé et public, que ce soit bancaire ou télécom en France et en Afrique, en tant que solution de référence innovante. D'accord. Emma, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Je rappelle que vous avez des clients. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui, comme on se rend compte que le numérique est un secteur de plus en plus prisé, même si, comme le disait Julienne, il n'y a que 28% de femmes qui y sont. Est-ce qu'on vous demande un peu plus de compétitivité, de créativité? Qu'est-ce qu'on vous demande? Je pense que les qualités, les principaux atouts déjà d'un communicant dans le numérique, c'est la créativité, l'innovation, le sens artistique, parce que le numérique, pour moi en tout cas, c'est une culture de l'image, une culture du visuel. Je parle vraiment de mon secteur d'activité dans la communication. Et du coup, mes clients cherchent à se positionner, cherchent à innover, cherchent à avoir une stratégie et une identité visuelle qui se démarque de toutes les autres offres qui sont sur le marché. Ils cherchent à connaître leur audience, leur public, qui sont leurs followers, à interagir avec eux, à offrir toujours, à innover en tout cas, et à montrer leurs services. D'accord. En fait, ils essayent d'être très réactifs, d'être toujours très présents, d'être à l'écoute, et les réseaux sociaux, c'est ce qui permet d'être le plus proche de sa cible finale. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes originaire de Guinée-Conakry. Tout à fait. Et comment est-ce que vous pensez qu'il est possible justement de former les femmes qui sont en Guinée, par exemple, au niveau du digital? Est-ce que vous avez des idées que vous souhaitez proposer? Est-ce que vous voulez développer des logiciels dans ce sens-là? Alors, pas forcément développer des logiciels, mais en tout cas à travers mon association, parce
parce que je préside une association qui offre pour l'insertion, l'inclusion sociale pour les femmes et pour les jeunes. Et donc l'éducation est un outil très important pour nous parce que ça permet le tremplin social, économique, culturel. Bien sûr. Et donc on développe actuellement une application qui permet une ubérisation justement de la mise en relation entre nos parrains, nos mentors et les jeunes que nous suivons et que nous formons tout au long de l'année. Et je pense qu'en Guinée, enfin à travers le monde, il est important de déconstruire les clichés que soulignait tout à l'heure Julienne, de dire à une femme que les métiers du numérique ne sont pas forcément réservés aux geeks. Moi, je ne suis pas du tout calée en informatique, par exemple, mais je suis une passionnée. Je suis une passionnée de mon temps, de mon ère. Et je pense que c'est le plus important, enfin, l'une des qualités quand même importantes. Voilà, on vit avec notre temps et pour pouvoir les sensibiliser à cela, j'interviens aujourd'hui dans les collèges pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans ces secteurs qui sont souvent réservés, soi-disant, aux hommes. Eh bien, très bien, ça tombe très bien. Et est-ce que vous, Julienne, vous pensez justement faire un parallèle avec ce qui se passe? Je rappelle que vous êtes originaire d'Haïti. Comment est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire le lien dans le digital et Haïti? Tout simplement par l'éducation, investir dans ce secteur, l'éducation qui est quand même la pièce maîtresse, le nerf même du changement, du progrès social. Et en apportant l'éducation, apporter le volet numérique du digital. Il est important de constater que quand bien même effectivement les pays en voie du tiers-monde ont cette déficience économique, elles sont quand même très demandeuses. Ces pays sont demandeurs plutôt de nouvelles technologies, donc forcément utilisateurs. Et apporter donc un volet digital, donc la sphère éducative, j'ai pour ambition effectivement par mon activité associative de pouvoir amener à terme ce volet du numérique, donc ma valeur ajoutée dans la sphère éducative en Haïti, ne serait-ce que pas à travers mon association. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des applications dont vous ne pouvez pas vous passer, que ce soit en beauté ou en côté pratique? Est-ce que vous connaissez Ma Coiffeuse Afro, par exemple? Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Oui. J'ai un de mes clients qui évolue dans le secteur de la beauté, des cosmétiques, etc. Du coup, j'ai été amenée moi-même à me former et je suis Ma Coiffeuse Afro. Eh bien, très bien. je la suis sur les réseaux sociaux. Eh bien, très bien. Est-ce que vous la connaissez, Julienne? J'ai entendu parler d'elle il y a 2 semaines de cela, puisque j'avais la problématique comme toutes les femmes, où est-ce que je vais m'orienter pour avoir une offre de service de qualité, et puis on m'a suggéré cette application. Très bien, alors c'est justement la suite de notre débat. Je vous propose de découvrir Rebecca, donc, qui a créé cette belle plateforme qui réunit un certain nombre de coiffeurs et de coiffeuses en France. C'est tout de suite après la pub. Retour sur ce plateau, donc après cette légère pause au sujet de Ma Coiffeuse Afro, je reviens vers vous, Emma, Julienne, pour vous demander, il existe la journée de la femme le 8 mars, mais il existe également une journée consacrée aux femmes dans le digital. Ah oui,
Je peux citer des noms qui me viennent tout de suite, mais les femmes sont quand même des figures emblématiques du digital. Marissa Meyer est la CEO de Yahoo. Nous avons également une femme française, noire, qui a été la seule française à être primée lors du salon de l'entrepreneuriat 2015, donc mondial, qui a créé l'application qui lutte contre le gaspillage Optimiam. Et d'ailleurs, je voudrais souligner qu'en fait, alors c'est l'un des clichés qui est attribué souvent aux femmes, mais on partage ces valeurs de solidarité souvent, et on les retrouve à travers les évolutions numériques. Des plateformes de crowdfunding sont gérées et créées par des femmes. Donc je pense qu'il y a vraiment un créneau et que c'est un accélérateur d'intégration, en tout cas pour les femmes. Voilà, j'avais envie de citer, de donner... De rendre hommage à ces femmes-là. Exactement. On existe dans le milieu du digital. Julienne, alors la journée de la femme et puis la journée de la femme dans le digital. La journée de la femme dans le digital a toute sa pertinence. Il était temps effectivement de mettre la lumière sur des modèles de femmes qui réussissent dans le digital, des modèles de femmes qui vont au-delà des codes sexistes, qui vont au-delà des stéréotypes poussiéreux. Il était temps effectivement que les femmes soient mises en exergue afin qu'elles puissent servir de référent pour les prochaines femmes, les prochaines jeunes femmes qui sont en pleine recherche en termes de recherche de soi et puis recherche d'orientation. Donc c'était important. Est-ce que vous pensez aussi que dans le digital, il y a ce côté solidarité qui existe entre femmes? Oui, parce que je parle en connaissance de cause, puisque je vois, donc aujourd'hui, ma clientèle se compose uniquement de grands comptes, et il y a on va dire 2 ou 3% de femmes qui sont CEO ou directrices des informations, système des informations, et cette solidarité existe à partir du moment que chacune identifie les points clés de compétences respectives. Et effectivement, est-ce que vous pensez que le digital peut permettre une parité homme-femme? Oui. On va vers cette tendance. Utopique? Ce n'est pas utopique dans la mesure où tout est possible à partir du moment qu'on se donne les moyens, à partir du moment qu'on fait l'effort de détruire, désenclaver les verrous qu'on a psychologiquement parlant, de la femme, tout est possible, puisque rien n'est établi, tout est en pleine mouvance, en pleine évolution, donc c'est à nous de saisir les opportunités, soit en termes de création de business, de création d'applications pour pouvoir répondre aux nouveaux usages des utilisateurs, soit en essayant d'intégrer une start-up ou créer sa start-up, ou en intégrant un grand compte ou une PME qui est friand qui met en valeur les nouvelles technologies. Tout est possible. Après, le prérequis, c'est l'éducation. La formation. La mise à jour. La mise à jour, parce qu'on se rend compte que plus le niveau d'éducation de la femme est élevé, plus elle a une aisance au niveau du numérique, du digital, qui permet forcément son insertion sur le marché. Alors, est-ce que vous pensez, ça me permet de vous poser la question à toutes les deux, est-ce que vous pensez que dans le digital, finalement, la femme noire peut arriver à briser le plafond de verre? Emma? Je l'ai déjà brisé. D'accord, très bien. Je suis un exemple vivant. En France, aujourd'hui, tous mes clients sont uniquement des grands comptes et je n'ai pas ce problème qu'on pourrait penser de la couleur de peau. C'est les compétences qui priment, c'est les compétences. À partir du moment qu'on a le même niveau de discours avec l'interlocuteur, que la personne identifie nos compétences et notre savoir-faire, c'est les compétences qui priment et pas du tout l'enveloppe qu'on nous confère. Non, du tout. Et puis après, c'est le caractère aussi, parce qu'effectivement, la femme dans le numérique, dans le digital, doit faire preuve de caractère et d'être force de proposition et de caractère. Donc, voilà. C'est important de se former. Je vais vous dire merci à Emma. On va continuer justement avec Julienne. Vous aviez peut-être un mot à dire sur les Adicom Days qui vont avoir lieu dans quelques jours. Tout à fait, c'est un événement à ne pas manquer. Je les suis depuis le début. Je connais très bien l'agence Totem Télé. Et du coup, voilà, allez-y. D'accord, très bien. Merci mesdames pour cette première partie sur l'état des lieux du digital et des femmes. Je vous propose de faire une petite pause et de revenir juste après. Alors comment s'investir dans le digital? Comment s'éduquer, se cultiver, innover avec le digital? Comment entreprendre? Comment intraprendre? Comment être digitalement optimiste? Comment continuer le travail des pionnières? Comment rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret? Comment être au cœur de cette révolution colossale, non seulement technologique, mais culturelle? Comment le digital a le pouvoir d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes?
et aussi et surtout comment le digital for a better world. La journée de la femme digitale, sa 5e édition, c'est ici le 9 mars à Paris, à la Cité de la Mode et du Design. Venez partager, échanger, réseauter, expérimenter, vous inspirer et découvrir le champ des possibles qu'apporte le digital, ensemble, femmes et hommes, for a better world. Venez sublimer votre beauté dans votre espace Arisaderm grâce à notre gamme de produits et maquillage de la gamme Arisaderm Cosmetics. Audio Jungle. Marre de payer trop cher et de ne pas savoir où en sont vos colis? La solution, c'est KMR Fret, spécialiste de l'envoi de colis et de véhicules dédouanement compris vers le Cameroun. KMR Fret, c'est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service. KMR Fret, c'est des ramassages gratuits dans toute la France et les prix les plus bas du marché. Chez KMR Fret, envoyez vos colis à partir de 29 €. Oui, oui, vous avez bien entendu. Enlèvement gratuit dès 29 € d'envoi. Retour sur ce plateau donc avec mes invités pour la deuxième partie. On passe au concret avec Rebecca Kathleen. Je rappelle que vous êtes CEO de macoiffeuseafro.com. Bienvenue Rebecca. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Et je reçois également Benazir Hilali. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de projet pour la Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors nous sommes là pour parler des femmes et du digital. Rebecca, vous faites office de référence désormais. Vous avez créé votre plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est partie cette idée? Oui, tout à fait. Alors on part d'un constat déjà que 20% de la population française n'a pas accès à 99% des salons de coiffure. L'idée c'était vraiment de connecter en fait des femmes qui avaient le cheveu crépus et frisé avec des coiffeurs qui maîtrisent leur type de cheveux en salon et à domicile. D'accord. Vous choisissez, pourquoi est-ce que vous avez choisi Internet pour le faire? Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça devait obligatoirement passer par Internet, par le digital. L'idée, c'est que voilà, de révolutionner un petit peu un marché qui n'est pas encore professionnalisé et de vraiment mettre en contact rapidement et facilement ces femmes qui aujourd'hui galèrent un petit peu pour se faire coiffer avec des coiffeurs qui viennent à leur domicile ou qui peuvent les recevoir en salon. D'accord. Vous avez lancé la plateforme quand? On a lancé la plateforme en mars 2016. En mars 2016, et là vous créez effectivement beaucoup d'émulation. Est-ce que vous pensez que vous répondez à un besoin précis? Il fallait absolument créer une plateforme là-dessus? Oui, je pense qu'effectivement, on était obligé de passer par là. Aujourd'hui, on n'a pas de CAP coiffure option cheveux afro. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait coiffer par des coiffeurs qui ont un CAP dit classique. Et l'idée, c'était vraiment au moins de faire une plateforme qui mise sur la qualité de service. C'est-à-dire qui permettent à la cliente de se rendre sur cette plateforme, de voir les photos de coiffure de chaque coiffeur, les avis des autres utilisateurs et d'avoir aussi une plateforme qui sélectionne les coiffeurs finalement. C'est ce que Ma Coiffeuse Afro fait. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez entendu, Benazir, cette initiative autour effectivement de la beauté. Vous êtes dans un autre domaine, c'est la préservation de l'environnement. Alors, le fonds sera lancé dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez associer le digital à ce lancement ? Justement, j'ai écouté avec admiration votre projet. Je ne le connaissais pas. La fondation est basée à Londres. Et c'est vrai que pour moi, mes cheveux, c'est un véritable problème de savoir comment faire. Et c'est justement fort de ce constat que la fondation entend toutes ces initiatives citoyennes qui répondent à des problématiques africaines et qui veulent s'exporter bien au-delà. Que la fondation souhaite justement saisir toutes ces nouvelles opportunités et ces plateformes d'échange et de partage pour mettre en avant ces projets. D'accord. Alors, c'est la préservation de l'environnement. Il s'agit de montrer aussi au monde entier ce que c'est que le bassin du Congo. Est-ce que vous pensez que par Internet, on peut plus sensibiliser ? Oui, effectivement, on peut plus sensibiliser par Internet. Alors, la Fondation a pour objectif d'œuvrer pour la stabilité des États qui passe nécessairement par une mise en valeur de l'économie et du développement social des habitants. Le bassin du Congo en lui-même regroupe énormément de pays. Le projet, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est porté par 12 pays qui représentent tant de communautés qui sont reliées sur Internet. On rappelle qu'en 2016, il y avait quand même 126 millions d'Africains
qu'utiliser Facebook. On ne peut pas... Aujourd'hui, communiquer sans passer Exactement. en tout cas par Internet. Vous êtes toutes les deux sur des projets qui, on peut le dire, sont complètement différents. On a fait cette émission spéciale justement pour faire un focus sur les femmes et le digital, en prélude à la journée de la femme. Est-ce que vous avez un mot à dire justement en préparation de cette journée ? Alors j'espère que ça va permettre de faire évoluer les choses, que des femmes qui ont des idées, des fois des petites idées qui vont émerger et qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat ça peut être par rapport à la peur ou d'autres craintes, qu'elles vont justement se rendre dans des forums, échanger avec des entrepreneurs pour vraiment, pourquoi pas passer à l'acte de lancer sa boîte. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le digital est un booster de carrière? On l'a dit en première partie du débat qu'il fallait, les femmes devaient se saisir de ce secteur pour essayer d'évoluer. Est-ce que vous pensez que c'est un booster de carrière? Oui, tout à fait, car il y a des nouveaux métiers qui émergent. On a des métiers comme le community management qui n'existaient pas avant et qui permettent à des personnes de découvrir des nouvelles manières de promouvoir des services. Et je pense que c'est un bon moyen aussi de lancer sa boîte. On a aujourd'hui plusieurs startups qui sont en train de voir le jour, des femmes qui lancent leurs propres projets. On a de plus en plus de femmes qui créent leurs startups. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux femmes qui souhaitent se lancer dans le digital ? Alors j'espère que ces femmes prendront le temps d'aller à des forums pour vraiment échanger avec des entrepreneurs, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le digital et dans l'univers des startups. Je pense que ça peut être intéressant vraiment d'aller sur le terrain et de ne pas forcément avoir peur, de mettre ses craintes de côté, parce que l'univers des startups peut créer beaucoup de métiers. Aujourd'hui, on a des métiers comme le community management qui n'existaient pas avant et qui permet justement de promouvoir des services et qui est en train d'émerger et de créer pas mal d'emplois. Et pour les femmes, c'est assez intéressant. Benazir, je me tourne vers vous. Vous travaillez sur la paix, un sujet qui est quand même assez délicat, la préservation de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le digital? Est-ce que vous pouvez les orienter vers ces secteurs-là, la préservation de l'environnement et la paix? Oui, effectivement. Déjà, d'une part, par notre projet Le Fond Bleu, il faut savoir qu'il répond à deux impératifs. D'une part, à préserver le bassin, mais aussi à répondre à une exigence qui devrait être une évidence, le droit aux populations et aux peuples à avoir une qualité de vie meilleure. Pour ce faire, le bassin se veut développer des projets et des atouts à valeur économique réelle, à travers notamment le développement de l'artisanat traditionnel, le développement de différentes infrastructures, le développement des cultures. Et c'est là où justement le rôle des femmes doit être mis en avant. D'accord. Par rapport à la fondation en elle-même, par rapport à notre deuxième volet qui est la préservation, ou plutôt, excusez-moi, la promotion de la culture de la paix, les femmes doivent s'impliquer, doivent s'engager, ce qu'elles font déjà, mais peu de place leur est encore réservée. D'accord, très bien. Mesdames, on a fait cette émission aussi parce qu'il fallait parler des droits des femmes. Est-ce que vous pensez, j'ai déjà posé la question aux premières intervenantes, est-ce que vous pensez qu'il est possible de réduire la parité, ou en tout cas d'arriver à une parité homme-femme dans le digital ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. C'est en voie, de toute façon. Moi, je suis plus du côté des startups, mais je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Je vois que de plus en plus jeunes aussi. Et du coup, je pense que avec des startups, avec des nouveaux métiers dans le digital, justement, ça intéresse beaucoup plus les jeunes femmes aussi de se former dans ce genre de domaine. Bien et sûr. Du coup, oui, effectivement, en tout cas, on peut ça joue à l'évolution du fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le secteur du digital. Oui. Très bien. Benazir, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'arriver à une parité homme-femme avec le digital ? Oui, certainement. Le digital mène à beaucoup de choses, notamment à toutes ces sphères internationales pour mener des combats. J'en suis bien l'exemple. Élevée en France, je tente de mener à bien ma carrière internationale à travers cette Fondation Brazzaville. La Fondation met en avant le profil des femmes et veut justement mettre à profit ce bénéfice, ces compétences et ces atouts qu'on peut apporter. Très bien. Alors, Rebecca, une autre question. On va faire le lien tout de suite avec l'Afrique. Votre plateforme est disponible en tout cas en France. Vous avez créé également une application. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'un jour, que ce soit à Douala ou à Abidjan, on puisse utiliser votre application ?
Oui, alors pour le moment on est sur l'île de France avec l'objectif de s'ouvrir prochainement sur d'autres villes de France comme Lyon, Bordeaux, etc. Évidemment j'ai un père qui est ivoirien donc qui me pousse beaucoup à entreprendre et à dupliquer cette application à Abidjan. Donc évidemment c'est une idée qui verra prochainement le jour et que j'ai beaucoup envie de mettre en place en tout cas. Alors Benazir, je me tourne vers vous. Donc je rappelle que vous êtes coordinatrice de projet pour la Fondation Brazzaville pour la paix et la préservation de l'environnement. Quel message vous souhaitez faire passer notamment sur la formation des femmes dans le digital, par exemple? La place de la femme est un atout. Les nombreuses initiatives citoyennes sont de plus en plus prises en considération par les institutions internationales. On assiste de plus en plus à une démarche bottom-up, ce qui signifie qu'on prend de plus en plus en considération toutes ces aspirations citoyennes et tout cet engagement qu'on voit de plus en plus de la part de la population à vouloir participer aux activités publiques. Et toutes ces activités ne peuvent se faire que par le digital. Très bien. Est-ce que vous pensez, je vous ai déjà posé la question, mais clairement que ce n'est pas utopique de penser que par le digital, on va arriver à une parité homme-femme? Je ne pense pas que ça soit utopique. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un véritable combat. À mener par tout le monde? À mener par tout le monde et à mener à développer. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer autour de la femme? Est-ce que vous souhaitez encourager d'une certaine façon les femmes qui sont partout dans le monde? Je vais commencer par vous, Rebecca. Quel message particulier au terme de cette année vous voulez faire passer en hommage à la journée de la femme? Moi, j'espère que je verrai plus de femmes qui vont prendre des initiatives, entreprendre, qui vont vraiment passer de l'idée, au stade de l'idée à celui de créer sa boîte, parce que je pense qu'il manque de femmes, dans cet univers et que voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des startups et de sociétés qui marchent très bien dans le monde, c'est des sociétés qui sont menées en partie par des femmes. Par des femmes. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Très bien. Benazir, est-ce que vous pouvez nous dire quand sera lancé justement ce fond vert? Et puis quelques mots peut-être là-dessus. Ce fond bleu. Ce fond bleu, pardon. Ce fond bleu pour le bassin du Congo. Ce fond bleu pour le bassin du Congo. Donc ce seront 12 pays africains qui se réuniront du 9 au 8 mars à Oyo pour signer ensemble le mémorandum d'accord portant sur la création du Fonds bleu. Il s'agit d'une étape essentielle vers la concrétisation du projet, mais beaucoup encore de travail nous attend. Et c'est là où justement toute la communauté africaine, les femmes notamment, sont bienvenues pour nous épauler. J'invite justement d'ailleurs tous les spectateurs à nous suivre à travers notre événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag FBleuCongo, qui pourront nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Sur tous les réseaux sociaux. Et bien, très bien, merci mesdames pour cette deuxième partie. Je vous propose de découvrir une chanteuse qu'on ne présente plus, Patricia Essong. C'est elle qu'on va recevoir juste après la pause. Basekinga mingi na bato boya ye boya ye boya ye batonginga mingi na bato so ozana ye mosalate d'un côté kitite falanga Retour sur ce plateau avec une artiste qu'on ne présente plus, Patricia Essong. Je rappelle qu'elle est l'auteure de l'album Soul of New Bantu. Bienvenue Patricia.
Merci, Karine. Je vous en prie, vous êtes invitée à débattre sur un sujet particulier qui vous tient également à cœur. Vous êtes une femme, vous êtes artiste, mais vous êtes très présente, en tout cas sur les réseaux sociaux. Vous communiquez d'ailleurs là-dessus. Vous avez suivi les 2 premières parties de ce débat. Que pensez-vous justement de la femme, de la place de la femme dans le digital? Eh bien, la place de la femme dans le digital, c'est qu'elle est assez présente. Et je pense même d'ailleurs, parce que j'ai écouté sur la notion de parité, le digital justement apporte cette parité-là, parce qu'il faut dire que quelque part, la femme, la première, enfin les toutes premières qui se sont mises vraiment sur le digital, notamment avec les blogs et tout ça, ce sont les femmes au foyer. Les femmes au foyer. C'est les femmes qui étaient avec des industriels et qui avaient les enfants à la maison et qu'à un moment donné, quelque part avec l'ennui, ils ont commencé à raconter un peu les nuits de sommeil difficiles parce qu'il y a des biberons, etc. à faire et que voilà, le blog est arrivé et qu'aujourd'hui on a un développement des blogueuses énorme sur la toile, Facebook ou YouTube. Et aujourd'hui, c'est carrément un marché, c'est carrément un business. On vend de la pub à travers tous ces médias-là. Et effectivement, c'est un nouveau média, c'est des nouveaux métiers qui se créent et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et que la femme a toute sa place justement dans ce secteur. Dans ce secteur. Ouais. 28, uniquement 28% de femmes sont présentes dans ce secteur. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, qu'on peut effectivement parler d'une parité homme-femme? Ça va augmenter, je pense. Honnêtement, ça va augmenter parce qu'aujourd'hui, avec toutes les formations qu'il y a aujourd'hui, il n'y a qu'à voir un peu tous les événements qu'on organise autour de l'entrepreneuriat au féminin, de la femme qui prend la parole, de l'émancipation de la femme à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi une émancipation, une revendication. Les femmes sont de plus en plus formées également. Il y a des choses qui sont mises en place, notamment il y a Magatte Ouad qui organise pas mal d'événements autour de la femme, ou bien des femmes présidentes qui veulent devenir présidentes. Donc moi je pense que c'est des choses qui font que c'est les réseaux, c'est le digital qui permet cette expansion-là. Et c'est quelque chose qui va augmenter, qui va grossir. Moi j'ai des enfants qui sont des jeunes filles de 14 ans, enfin à tort ou à raison, qui sont déjà présentes sur certains médias, qui font une audience énorme et qui peuvent déjà en vivre. Donc ça va augmenter. C'est un secteur qui est en tout cas porteur et en pleine expansion. Totalement. Revenons un tout petit peu sur votre parcours. Ouais. Est-ce que vous pourriez dire que le numérique, en tout cas, est un booster de votre carrière? Ah, mais carrément. Surtout que quand on est en autoproduction et qu'on n'a pas une maison ou un label ou toute une organisation derrière pour gérer chaque parcelle du métier d'artiste, heureusement que le digital est là. Parce que justement, c'est la fenêtre. Vous savez, quand la porte elle est fermée, il faut passer par la fenêtre. Et ben le digital, c'est la fenêtre. C'est vraiment c'est le lieu d'expression, et c'est le lieu en plus où on touche directement le consommateur. Donc du coup, on n'a pas toutes les barrières sont rompues, et on s'adresse directement au consommateur. Et donc pour moi aujourd'hui, typiquement par rapport à l'album Soul of New Bantu, je me suis focalisée, ma stratégie de communication était uniquement sur le web. Parce que je savais que ma cible, elle était là-bas. Donc j'ai pas visé les médias traditionnels, j'ai pas visé la presse parce que c'est pas là où c'est pas des personnes à qui je voulais m'adresser premièrement. Et aujourd'hui, tout le monde migre vers cet outil-là. Il n'y a qu'à voir même aujourd'hui les plateaux télé, etc. Il y a un relais qui se fait maintenant également sur la toile, par exemple. Donc pour moi, ça a été vraiment c'est un accélérateur. Ça a été un accélérateur. Il y a quelques années, est-ce que vous auriez pensé communiquer ou alors miser sur la toile en tant qu'artiste? Pas du tout. Parce que quand moi je me suis lancée justement dans ce projet musical, j'ai commencé déjà par créer une page. Parce que quelque part, derrière chez moi, je me dis comment je vais me faire connaître. C'est tellement, en plus de ça, l'univers musical, etc. est tellement opaque. Si on ne connaît pas un tel qui connaît un tel qui dit voilà comment ça se passe, ou alors un musicien qui te donne des cours et qui est fait... Seul comme ça, c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, le fait de savoir que j'étais déjà sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, à qui je veux m'adresser, à qui je veux proposer mes services ou bien proposer ce que je fais, et ben c'est les personnes qui vont m'écouter, c'est les personnes qui vont me suivre. J'ai créé une page qui s'appelait Itinéraire d'une working girl qui rêve de devenir artiste musicienne. Et là, j'ai eu comme ça.
des gens qui commençaient à arriver, et vous à se greffer. en gros votre parcours, et je racontais mon parcours musical. Voilà. Et donc j'ai raconté ce parcours tout au long, et que si aujourd'hui j'ai des bonnes personnes qui me suivent, c'est parce qu'elles ont vu dès le départ que je m'étais inscrite et qu'au fur et à mesure, ils ont suivi mon évolution. Tout ça à travers justement les réseaux, ce que je n'aurais pas fait si j'étais allée cogner à la porte pour dire bonjour, je veux me lancer dans la musique, etc. Ça ne serait pas passé comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu d'expression et c'est carrément une passerelle pour tous ceux à qui certaines possibilités ne sont pas accessibles. Et bien là, ils peuvent le faire. D'accord. Ouais. On a fait cette émission spéciale, hein, je n'ai eu de cesse de le rappeler, en hommage justement à la journée de la femme qui va avoir lieu le 8 mars. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aux femmes du monde, aux femmes du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo? Enfin, moi, c'est un peu compliqué la journée mondiale. Parce que pour moi, une femme, on doit la célébrer tous les jours. C'est la mère de l'humanité. C'est elle qui fait et défait le monde. J'ai envie de dire quelque sorte. Une journée, ce n'est pas suffisant. Une journée, il ne faut pas qu'on attende une journée. Et en plus, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Enfin, après, ça dépend peut-être des pays. Mais moi, je vais parler par exemple du Cameroun, d'où je suis originaire. Il se passe quoi? C'est la fête, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un rappel des valeurs d'une femme, de la femme, de son rôle dans la société? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour valoriser ou bien pour l'aider, pour l'accompagnement dans son développement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les femmes, les Bayam Salam ou bien les call box, les femmes qui sont dans les call box? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour ces femmes-là, pour les accompagner? Elles sont toujours débrouillardes. Une fois que la journée se termine, chacune va qu'à ses occupations. Allez, j'ai eu ma journée. Alors que pour ma part, quand je vois comment il y a en Europe où il y a eu un vent de révolution ou quoi que ce soit, quand on parle de mai 68 ou quand on parle de certaines choses, c'est qu'il y a des actions qui ont été mises en place pour accompagner les femmes. Aujourd'hui, les femmes, si elles votent, c'est parce que voilà, il y a ça qui s'est passé. Chez nous, la journée de la femme, c'est super parce que quelque part, on reconnaît quand même qu'elle a le mérite de faire plein de choses. Mais en termes d'action, je trouve qu'on est encore assez limité. D'accord. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que le message que vous souhaitez faire passer, c'est plutôt appeler à plus de revendications? Mais attention, c'est de la revendication, c'est de la révolte. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que les femmes peuvent justement... Est-ce qu'il y a une seule manière de célébrer une journée de la femme? En fait, après, moi je pense que c'est même pas de revendiquer, enfin, c'est le mot peut-être revendiquer, ce n'est que du bon sens quand on demande des choses qui peuvent nous revenir de manière normale. Mais, et puis les femmes et les hommes ne communiquent pas de la même manière. Une femme, elle va bouder son mari, et puis il va se passer ce qui doit se passer. Un homme, il va aller gueuler, et puis voilà. Donc chaque femme a sa façon, et les femmes ont leur manière de s'exprimer ou bien de demander des choses. Mais je pense qu'il faut qu'elles aient beaucoup plus accès à l'expression, en fait. Et notamment, les tontines peuvent être un lieu, justement, d'échange pour pouvoir créer vraiment un réseau et créer et faire entendre leur voix, quoi. D'accord. Faire entendre leur voix, oui. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux femmes artistes aussi qui sont dans leur coin, peut-être qui n'arrivent pas à être produites ou à produire? Aux femmes artistes, j'ai tellement de choses à dire, c'est que battez-vous, quoi. Il faut vraiment se battre, c'est un milieu très masculin, il faut le reconnaître. Pour le coup, la musique, notamment africaine, c'est un milieu assez masculin. Déjà, quand on est chanteuse et qu'on est entouré de musiciens, si on n'arrive pas à s'imposer, on se fait écraser très vite parce qu'il y a un manque de respect parfois aux chanteurs, aux chanteuses. Parce qu'elles chantent, voilà, peut-être qu'elles ne connaissent pas un instrument, etc. Donc il y a une manière, il faut être pédagogique bien sûr, mais il faut se battre, il faut se faire entendre. Ce n'est pas avec la violence, c'est avec une démarche, il faut aussi avoir des convictions assez fortes pour qu'on comprenne un peu où... Moi, ça m'est arrivé de ne pas m'entendre avec des personnes avec qui, au départ, on devait avoir une belle collaboration, mais parce qu'il y a la gestion des égos, des fois on oublie qu'on est là pour travailler et que l'ego prend tellement le dessus, donc il y a ça à gérer. Donc parfois on est la mère, on est la conseillère, on fait la logistique, on fait plein de choses. Donc
il faut qu'elles se battent, qu'elles prennent leur place et que c'est pas parce que c'est un milieu qui est masculin que ça veut dire qu'elles n'ont pas leur place là-bas. Au contraire, il faut continuer il faut continuer. C'est vraiment ma démarche et je suis justement dans un projet dans ce sens-là. C'est vraiment pouvoir mettre en avant des femmes ou des personnes qui chantent en langue africaine, parce que ça aussi, ça reste un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, l'univers musical favorise énormément un certain type de musique. Et donc du coup, les musiques africaines, où on chante en langue, sont souvent prises comme des musiques assez désuètes, assez dépassées, et n'ont pas cette visibilité. Encore pire ceux qui vivent dans la diaspora, parce qu'encore en Afrique, on peut retrouver des petits réseaux, mais dans la diaspora, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'ai bien envie de créer une plateforme, justement pour mettre en avant des artistes qui chantent uniquement en langue africaine. Et c'est un choix. Très bien. Voilà. C'est un choix assumé. Oui. Vous défendez beaucoup la culture bantou. Un petit mot là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire et une culture qui est peut-être oubliée aussi par les diasporas et que le digital permet de faire le lien? Exactement. On se rend compte que justement, avec Internet, il y a des choses qui sont déterrées, enfin, des informations qu'on ignorait. Mais moi, c'est grâce à... Alléluia, Internet est arrivé. Et qu'aujourd'hui, on apprend notre histoire à travers des vestiges qu'on ne retrouvait nulle part. Et c'est là également que j'ai appris... Enfin, Soul of New Bantu est venu de par mes recherches, c'est-à-dire que quand j'ai voulu comprendre d'où est-ce que je viens, parce qu'on se pose souvent des questions, on dit d'où est-ce qu'on vient, on dit les hommes, les pygmées viennent de la chasse et de la cueillette, etc. On nous a toujours grossi le portrait de ce trait-là, et quand on veut avoir un autre discours et que là, Internet permet de faire d'autres recherches, on se rend compte qu'on était un peuple avant d'être camerounais, avant d'être congolais, avant d'être rwandais, on était d'abord le peuple bantou, et que on était du côté de l'Égypte ancienne, et que lorsqu'il y a eu l'invasion arabe, on est redescendu un peu plus bas et qu'on a poussé les pygmées, parce que des fois on pense qu'on est des pygmées, mais c'est que les pygmées étaient déjà installés et que les bantous ont poussé, en fait, jusqu'aujourd'hui il y a encore ce conflit entre bantous et pygmées, mais quelque part aujourd'hui, de savoir que, pour ma part, dans ma quête personnelle, de savoir que je fais partie d'un peuple bantou, j'apprécie mieux un Congolais aujourd'hui, ou un niveau... Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus en phase avec non seulement le Cameroun, mais aussi avec tous les peuples qui sont autour, qui ont fait partie de cet ensemble-là. Et ça nous apprend même à être tolérants vis-à-vis des autres. Ça apprend que voilà, quand il y a une personne qui vit un malheur quelque part, je me sens blessée moi aussi, quoi, et je me sens concernée. Quand il y a des grèves ou bien quand il y a des guerres à tel pays ou autre, je me sens concernée. Et donc, quelque part, mon sentiment d'appartenance est devenu beaucoup plus large. La richesse musicale est devenue beaucoup plus large. La richesse culturelle est devenue beaucoup plus large. Et là, je me dis, mais on est un peuple de balèzes. Enfin, je suis forte, en fait, aujourd'hui. C'est la Patricia qui était super faible, qui dit, je suis juste une petite Camerounaise qui vient en France, voilà, faire ses trucs, son petit business et rentrer chez elle. Aujourd'hui, non. Je fais partie d'un peuple. Notre histoire, on est là. Aujourd'hui, c'est pas par hasard. Et que, voilà, on ne revendique rien. On ne réclame rien, c'est que si on est là, c'est parce qu'on devait être là, quoi. Et donc du coup, et qu'on a toujours existé, et qu'on a été très fort, et que l'histoire a été, retournée comme elle a été retournée. Mais bon, voilà, on peut cacher. Aujourd'hui, on peut ressortir, on peut retrouver ces traces. Ça ressort tout seul, ça remonte, et donc du coup. Enfin, moi, je parle de ça à mes enfants. Dans mes toilettes, partout, je mets des images qui montrent que le peuple bantou, et c'est un peuple grand, quoi. Pour que mes enfants, demain, quand eux, ils seront plus grands, ils n'auront pas ce petit complexe que moi, j'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc voilà, c'est ça. Alors, on a bien compris, hein, vous vulgarisez effectivement cette histoire sur le peuple bantou. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous vous êtes formé pour appréhender ces outils informatiques, entre guillemets? Formé, oui, parce que j'étais à l'école. Donc, après, nous, on a cet avantage, c'est que quand on arrive ici, ou bien même au Cameroun, il y a encore des endroits où, d'ailleurs, il y a des ordinateurs qui vont arriver peut-être bientôt dans des écoles. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où on a accès à Internet, à un ordinateur, forcément, on se forme, mais parfois aussi, par les matières qu'on voit à l'école, on nous apprend un peu à faire de la recherche, parce que le tout n'est pas d'avoir un ordinateur, parce que Internet, il y a de tout également, hein. Il y a le vrai
vrai, le faux, il faut savoir filtrer la bonne information. Et pour filtrer la bonne information, il faut être formé pour filtrer la bonne information. Il faut savoir quelles sont les vraies sources, quelles sont les sources fiables et celles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est de la formation. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant que les femmes aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un bel impact, un bon impact, il faut déjà fournir une information fiable. Déjà. Et aussi, quelque part, se former. Effectivement, tout à l'heure, vous parliez des formations, c'est incontournable. Pour tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'avec Internet, on n'est pas obligé de retourner à l'école. On peut se former également par les MOOC. Les MOOC existent maintenant. C'est des formations en ligne. Des formations en ligne où on peut avoir accès. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas la bonne information, c'est qu'il n'a pas cherché. C'est juste ça. Donc voilà. Très bien. Un petit mot peut-être, Patricia, sur donc un mot pour conclure votre intervention sur la journée de la femme et également les femmes artistes et la mère que vous êtes. Merci déjà de m'avoir invitée à ce plateau. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que... Alors par rapport à la musique, je suis effectivement une artiste en développement, donc je construis ce projet. C'est une aventure, c'est quelque chose, c'est un pari même, c'est risqué parce que c'est un album de reprise que j'amène au goût du jour dans un univers jazz soul, donc c'est pas évident dans un environnement assez opaque, mais comme je dis, quand la porte, vous ne pouvez pas rentrer par la porte, il faut passer par les fenêtres, et pour moi les fenêtres c'est le web, c'est tout ce qui est digital et c'est ce que je fais. Et pour un an de communication que j'ai fait, j'ai eu pas mal de résultats et c'est pour dire que ça marche. Ça marche. Donc maintenant, le message aux femmes, comme je disais, c'est que vraiment prenez votre destin en main, quoi. En vous formant. En se formant et être curieux, il faut être curieux, il faut apprendre des autres, ne pas juste se cantonner à ce qu'on sait, vraiment aller vers les autres, apprendre et que les choses vont se faire au fur et à mesure, à la mesure de vos pas. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Patricia pour cette belle intervention, cet éclairage sur les femmes, le digital et la musique. Je vous propose de faire une pause et de revenir pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes ici à Paris pour que tous les influenceurs se rencontrent. Ils se sont donné rendez-vous ici dans ces salles pour parler digital, numérique. Des femmes prennent la parole, mais également des hommes. Est-ce que les femmes peuvent révolutionner le digital? Nous leur avons posé la question. Suivez-moi. Alors, tout d'abord, je suis une femme, donc je travaille dans le digital, dans la communication digitale pour être plus précise. Et je pense qu'en réalité, je répondrai à votre question en peut-être l'élargissant même, en disant les femmes en Afrique vont effectivement révolutionner peut-être le digital, sont même en train déjà de le faire. Je sors pour venir vous parler d'un panel qui a lieu là tout de suite, qui est le panel où on essaye de comprendre comment on devient influenceur. Et donc sur le panel, je vous le dis tout de suite, il y a 4 femmes et 2 hommes. Voilà. Donc du coup, oui, dans ce sujet de communication des réseaux sociaux, cette propension à s'approprier ces nouveaux canaux, à pousser du contenu, à parler, à interagir, à s'engager, parce que c'est vraiment de l'engagement, oui, les femmes ont une place et à mon avis, une place importante. Est-ce que les femmes révolutionnent le digital ? Dans mon cas, à travers le projet Je parle Bassa 2.0, je l'ai utilisé car pour moi c'était le seul moyen, en tout cas le moyen le plus facile que j'ai trouvé pour pouvoir mettre sur place ce projet, c'est-à-dire pouvoir atteindre un maximum de personnes se trouvant un peu partout dans le monde. Donc le digital s'est présenté comme la meilleure option. Concernant les femmes, je pense que d'une manière générale nous sommes très créatives et le digital nous permet en effet de pouvoir mettre en place des choses qui peut-être auraient été beaucoup plus difficiles, soit en termes de procédure ou même de confiance en soi. Et le challenge ou le défi pour les femmes dans le numérique ou pour accompagner toujours la transformation digitale, je dirais, c'est de pouvoir voir au-delà des business models
d'accompagner les personnes qui développent ces business models, en fait, de voir au-delà. Alors Baseli Mbo d'Afro Cooking, je gère la communication du magazine et pour moi oui, la femme a sa place dans le digital. Moi en tant que femme qui aime acheter, faire ses achats sur l'internet, c'est vrai qu'aujourd'hui moi je n'utilise que le digital, en tout cas pour mes propres achats, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire. Aujourd'hui voilà, le Google Web pour moi c'est ma nouvelle vie on va dire. D'accord. Moi, mon idée au sujet de la femme, c'est qu'effectivement, elle peut tout à fait révolutionner le digital. Je pense qu'elle devrait davantage se l'approprier. C'est carrément un outil d'utilisation aujourd'hui qui est hyper contemporain dans la vie d'une femme, de toute façon. Et aussi, la particularité avec une femme, c'est qu'elle a cette habilité-là de se réapproprier les choses, d'y mettre un peu d'elle-même, de cette façon un peu douce et tranquille de pouvoir faire des choses. Et je pense que c'est elle-même qui se limite, à vrai dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que le numérique, c'est plutôt un truc de mec. Oui, peut-être parce qu'ils s'y sont lancés les premiers, peut-être. Mais non, c'est simplement un outil hyper contemporain, c'est simplement un outil qui nous permet de réaliser de grandes choses, c'est un outil qui nous permet de briser les frontières, les barrières. Et oui, nous sommes dans le mois de la femme, c'est un mois super important dans le sens où, oui, on va en parler un peu plus, mais au final, la femme, elle est carrément dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes femmes africaines, effectivement, qui excellent aujourd'hui sur le digital. On a par exemple la plateforme Visiter l'Afrique, qui réussit des performances exceptionnelles. On a également de jeunes filles comme Ruby la comédienne, qui elle également réussit à réaliser des performances exceptionnelles. Donc oui, on peut répondre à cette question qu'effectivement les femmes peuvent révolutionner le digital. Est-ce que les femmes peuvent révolutionner le digital? Clairement, moi déjà je suis une passionnée du digital. J'en ai fait une partie de mon métier puisque je peux accompagner des marques. Et c'est ce qui fait que par exemple Beauty Color Africa, on a pu atteindre les plus de 100 000 fans en moins d'un an. C'est tout simplement en utilisant ce savoir-faire. Et puis en se disant, voilà, on est des femmes, qu'est-ce que les réseaux sociaux? C'est comme parler avec des amis. Donc comment communiquer avec des amis et leur donner l'information la plus courte, la plus concise et la plus percutante. Donc oui, bien sûr, nous pouvons révolutionner le digital. Et au-delà de ça, je dis que la féminité est l'avenir de l'humanité. Est-ce que les femmes peuvent révolutionner le digital? Bien sûr que oui. D'abord, elles y sont très présentes, ça c'est un. Et deuxièmement, je pense aussi que la touche féminine en termes de sensibilité, en termes de créativité est très importante. En tout cas, je le vois dans le secteur dans lequel je travaille. Les femmes ont vraiment une perception très différente, sont beaucoup plus fines. Voilà, dans leur manière d'approcher, etc. Même en termes de community management, ce qu'on voit assez souvent, c'est que les marques ou bien les agences aiment bien chercher des femmes pour gérer les communautés digitales parce que voilà, on trouve qu'elles ont en général un peu plus de tact. Peut-être que c'est un cliché, mais c'est ce qui revient souvent. Donc oui, je suis persuadée que les femmes ont leur place, mais pas que dans le digital, dans tout. Il est important justement qu'on continue de le rappeler, qu'on continue de pousser justement la cause féminine dans les différents secteurs d'activité. Et pour ce qui est du digital, même en termes de création de contenu, aujourd'hui, quand on regarde, on parle beaucoup des influenceurs. Quand on regarde, il y a beaucoup de femmes, notamment sur tout ce qui est secteur, voilà, tout ce qui est la mode, etc. Mais même dans des secteurs qui sont a priori non féminins comme la technologie, etc. On devrait pousser ça d'ailleurs, je pense. Les femmes en école d'ingénierie, en école en termes de développement web, on n'a pas assez de femmes dans ces départements-là. Donc clairement, je pense que cette journée de la femme digitale sert aussi à ça, à rappeler que tous les métiers du web sont ouverts aux femmes. Oui, je pense naturellement que les femmes peuvent impacter le digital. Moi-même, en tant que fondatrice de visiterlafrique.com, donc ce site dédié au tourisme en Afrique et à sa culture, ou encore de mon agence créative que j'ai créée récemment au Cameroun, au Mancart, où justement j'amène les marques à croire au digital, au-delà de la page Facebook, Twitter ou Instagram, à créer du contenu pour raconter des histoires. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, les consommateurs sont envahis. Que vous soyez à Douala, à Bafoussam ou à Bandjoun, vous voyez de la pub partout. Et aujourd'hui, les gens veulent vivre des expériences. Donc, et Internet permet aujourd'hui aux marques de tester un peu ce côté expérimentiel qu'ils ont peut-être peur de tester s'ils payent tout ce qui est radio, tout ce qui est télé, qui sont les deux médias phares encore aujourd'hui sur le continent. Et donc, quand je regarde aujourd'hui le panel et les différents panels que j'ai pu voir à Adicom Days, on se rend compte que la plupart des personnes présentes étaient les femmes.
que ce soit ma consoeur et collègue Paola Audrey qu'on a pu voir Dengue, que ce soit Edith Brou en Côte d'Ivoire, ou que ce soit même moi, parce que la charité commence par soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération, encore plus la génération qui arrive, pourra justement disrupt, ou en tout cas, comme on dit en anglais, tout déchirer, et que les femmes, c'est l'avenir du continent. Retour sur ce plateau pour la dernière partie avec Julienne Morisseau, consacrée toujours au digital et aux femmes. Nous avons montré dans l'extrait que vous venez de voir, donc les ADICOM, le rendez-vous de la communication digitale en Afrique qui a eu lieu à Paris. On a interviewé un certain nombre de femmes, mais également d'organisateurs pour parler du digital, de marketing, également d'influenceurs. Alors Julienne, j'aimerais quand même, avant qu'on clôture cette émission, qu'on revienne sur un certain nombre de sujets. Comment est-ce qu'on peut faire pour casser les stéréotypes et les idées reçues dans le digital? Déjà, une prise de conscience est nécessaire de la part de différents acteurs. Prise de conscience au niveau de l'organisation, des équipes même productrices, prise de conscience au niveau de l'homme en lui-même, donc sa perception qui doit complètement changer sur le regard de la femme dans l'organisation, puis la prise de conscience personnelle en tant que femme, se dire effectivement qu'on peut réaliser et s'imposer réaliser nos rêves et s'imposer dans un milieu qui, au prime abord, serait un peu réfractaire à la collaboration et à l'épanouissement et surtout la mise en lumière des femmes, du travail des femmes. Il faut vraiment changer les mentalités de façon à ce qu'on puisse arriver d'ici 10 à 15 ans. Je serais très ambitieuse en disant qu'on arriverait à une stricte parité, j'en doute fort, mais au moins changer la tendance. Néanmoins, le digital permet quand même le positionnement des femmes dans des postes clés, les postes de direction, les postes au niveau des recherches et développement, en tant qu'ingénieur technique, des postes en tant que, tout simplement, entrepreneuse, développeuse d'applications, de web applications, développeuse d'objets connectés ou tout simplement de logiciels. Il faut toujours être à l'aguet de façon à pouvoir saisir ces opportunités. Un changement est nécessaire au niveau de l'organisation de façon à mettre en valeur, promouvoir la nécessité de la mixité, de la parité, voir la femme comme créatrice de valeur, comme moteur même de la performance économique et pas comme un élément qui serait une pièce rapportée pour un besoin de parité et qui serait forcément pas souple ou qui manquerait de flexibilité ou de productivité. D'accord. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui il est nécessaire qu'il y ait de plus en plus d'initiatives pour montrer des femmes, par exemple comme vous, cadres, qui sont dans ce secteur qui n'est pas du tout un secteur glamour? C'est pas un secteur glamour, mais c'est un secteur très intéressant et épanouissement, avec une source d'épanouissement, dans la mesure où on est toujours à l'attrait et à l'affût de nouvelles technologies, de nouveaux moyens pour pouvoir faciliter notre quotidien. Donc forcément, cette femme a toujours ce petit côté visionnaire qui permet d'avoir un petit cran d'avance par rapport aux hommes. Donc on peut s'épanouir dans ce secteur. Après, le nerf de la guerre, je reviens toujours à la même chose, c'est le niveau d'éducation. Donc se former continuellement, ne serait-ce que par, si effectivement on n'a pas le temps de passer par le circuit classique de la formation initiale, qui est quand même fastidieux et long, et la formation professionnelle continue, se mettre à jour régulièrement avec des sessions en ligne de MOOC, oui, des cours en ligne, s'informer, se documenter de façon à toujours avoir un cran d'avance et ne pas être en déficience ou en voie d'adaptabilité. Toujours avoir ce cran d'avance avec cette soif d'acquisition de savoir. Et de se former. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, au Cameroun, par exemple, il y a des endroits où on n'a pas accès à Internet. Il y a des femmes, notamment, qui souhaitent justement se former. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Est-ce qu'il faut envisager une mobilité juste pour se former, notamment sur Internet? Il n'y a pas que le Cameroun, il y a des endroits où Internet n'arrive pas. N'arrive pas, effectivement. On a le même problème en Haïti. C'est aujourd'hui un grand point d'interrogation, mais je reste persuadée que d'ici, dans les moins de 2 ans, ce problème d'accessibilité sera complètement résorbé. Et aujourd'hui, les moyens palliatifs, ce serait effectivement de retourner à la case départ, donc la formation initiale.
mais avec cette nécessité, ne serait-ce qu'au niveau des structures éducatives, d'avoir les niveaux de compétences au niveau du corps pédagogique bien sûr. Formés à bon escient. Après, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Très bien. Vous avez une autre casquette, vous êtes chasseuse de tête. Je recrute beaucoup. Vous recrutez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte justement le recrutement dans le digital? Est-ce que vous avez des difficultés? Le marché du digital est en plein boom, en plein essor, donc on est en pleine révolution dans le numérique, donc forcément beaucoup de demandes des clients. Donc qui dit demande des clients dit mise à disposition des ressources clés, compétentes, pour pouvoir mettre à bon escient les projets et arriver au terme en termes de respect des délais. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement on a un problème de recrutement des compétences techniques féminines. Donc, il n'y a pas assez de femmes, pas assez de femmes qui effectivement s'orientent vers les secteurs, vers les métiers techniques, donc d'ingénieurs d'études et développement, ingénieurs recherche R&D ou dans le support, pas assez de femmes. Et les peu de femmes qui sont présentes sont toujours frileuses à pouvoir effectivement accepter un job dans une petite structure ou une start-up qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication et une ressource temporelle assez importante. Donc forcément, on rencontre ce problème pour pouvoir féminiser les équipes techniques. Une de ces difficultés, est-ce que dans le secteur également du digital, est-ce qu'on retrouve le monopole des grandes écoles, comme par exemple d'autres secteurs d'activité? Non. Est-ce que si vous avez des profils qui viennent du Sénégal, de Douala, est-ce que c'est des formations qui se valent dans le domaine du digital? Dans mon cas d'espèce, donc travaillant chez un éditeur de logiciels, je ne prête pas vraiment attention à la hiérarchisation qui existe entre les écoles, de la mesure où forcément les personnes qui sont recrutées dans notre structure sont formées à notre logiciel métier. Très bien. Logiciel. Donc tout le monde est sur le même piédestal. Cela dit, je sais que certaines structures ont cette politique discriminante à l'embauche. Personnellement, je suis ouverte effectivement à tout type de profil. L'essentiel, c'est que les personnes possèdent en elles les prérequis nécessaires qui sont demandés par les clients et pour pouvoir bien respecter les tâches qui affèrent au poste. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres passions en dehors du digital, du recrutement? Est-ce que vous avez un autre univers? Oui, le monde éducatif. J'ai créé une association bientôt il y a 3 ans qui s'appelle OSEDH, au secours des enfants démunis haïtiens, et avec d'autres membres fondateurs. Et on a pour ambition de dispenser l'éducation gratuite à des enfants qui sont en situation de délicatesse financière en Haïti, en ayant comme leitmotiv que l'éducation, c'est le vecteur du progrès social. C'est grâce à l'éducation qu'on peut effectivement avoir l'espoir de changer de vie, par le progrès social. Donc à ce titre, nous avons contribué à 2 reprises, et la troisième édition en juin, en collaboration avec une association italienne qui s'appelle DLF, l'organisation et la participation à une course sportive relais de 24 km qui se fait en équipe avec la participation massive des Italiens par CSP, puisqu'on a eu l'année dernière par catégorie socio-professionnelle. C'est ça, on a eu effectivement l'année dernière les pilotes de l'Air de Milan qui sont venus par équipe courir pour nous, courir pour l'éducation gratuite en Haïti. On a eu également les pompiers de Piacenza, puisque la course a lieu à Piacenza, qui sont venus courir, ainsi que la Ligue sportive athlétique de Milan qui est venue courir pour nous. Donc c'est un moment fort qui témoigne de la solidarité au-delà des frontières, parce que l'éducation, que nous soyons, qu'importe les couleurs, qu'importe le genre, doit être quand même la pierre angulaire à tout progrès et au changement des mentalités, changement du monde positivement. Très bien. Merci beaucoup Julienne pour votre intervention. OSEDH. Très bien, à retenir. Merci beaucoup Julienne pour votre intervention. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée aux femmes et au digital, en l'honneur à cette journée de la femme. Merci beaucoup à mes invités qui ont répondu présentes. Je ne pourrais pas clôturer cette émission sans remercier l'équipe technique, Yann Leblond-Tafoma, Aziz, HTB. Je remercie également un invité spécial, Ozzy. Un remerciement également à Aloha Paris et Sona Sita. Rendez-vous samedi prochain à 16h30 sur Canal 2 International. Merci encore.